Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment représenter mathématiquement un qubit. Alors le niveau de maths, ça sera celui d'un élève de terminale. Je ne vais pas pousser les calculs ni les explications trop loin, si vous voulez en savoir plus, vous allez sur l'excellente chaîne du professeur Baudin, Quantum. Alors, avec QAlgo, pour placer un qubit, on a vu qu'il suffisait de faire cliquer-glisser. Lorsqu'on fait ça, on a un instrument de mesure qui se positionne à l'extrémité d'une ligne quantique. On peut redimensionner le qubit. Et on voit qu'on a un petit indicateur qui nous dit qu'on a 50% de chance de mesurer 0 et 50% de chance de mesurer 1. La représentation mathématique, elle se fait suivant le formalisme d'un physicien, Paul Dirac, qui a inventé ce formalisme en 1939. Il suffit d'aller sur Paramètres et de cliquer sur Affichage des états des qubits sur la ligne quantique. Alors, on voit une notation bizarre, il ne faut pas se laisser impressionner, Je ne vais pas faire des maths compliquées. Comment ça fonctionne? Alors, tout d'abord, on voit 0 et 1. Alors, ça se note dans le formalisme de Dirac, quête 0 et quête 1. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont en fait des vecteurs. C'est une façon de noter des vecteurs, comme I et J en maths. Bon, simplement, ça se note quête 0, quête 1, et ce sont les vecteurs propres d'une base dans un espace particulier qu'on appelle l'espace de Hilbert. Donc, c'est un espace vectoriel à 2 dimensions qui a pour vecteurs propres 0 et 1. Pour représenter un qubit, on voit qu'il faut 2 coefficients, un que j'appellerai alpha et un que j'appellerai bêta. Et en général, l'état du qubit, eh bien, c'est cette combinaison linéaire de quête 0 et quête 1, ça se note psi, et c'est égal à alpha quête 0 plus bêta quête 1. Alors, dans la vidéo précédente, on a vu qu'un qubit, en fait, c'est dans un état de superposition. Il n'a pas d'état bien défini, ce n'est qu'au moment de la mesure qu'on va obtenir soit 0, soit 1. Si je mesure, j'obtiens 1 ou 0 avec 50% de chance à chaque fois de mesurer l'un ou l'autre. Lorsqu'on représente un qubit sous cette forme-là, eh bien en fait ce qu'il faut comprendre, c'est que les coefficients d'amplitude alpha et bêta, ils sont liés à la probabilité. La probabilité de mesurer 0, eh bien elle va se noter P0 et elle vaut tout simplement le module de alpha au carré. Alors oui, je ne l'ai pas encore dit, mais il est temps de le dire, alpha et bêta, ça peut être des nombres complexes, donc on parle de modules. La probabilité de mesurer 1, ça va se noter P1, et ça va être égal à module de bêta au carré. Alors dans cette situation, c'est 50%, 50%. Bon, alors on remarque qu'il faut qu'on ait P0 plus P1, qui soit égal à 100%, c'est-à-dire qu'il soit égal à 1. Ici, c'est le cas parce que 0,707, en fait, c'est racine de 2 sur 2. Et racine de 2 sur 2 au carré plus racine de 2 sur 2 au carré, je vous laisse le soin de vérifier que ça fait bien 1. Le fait d'avoir cette relation P0 plus P1 égale 1 fait que le qubit est dit normalisé. Sa norme, eh bien, elle est égale à 1. Alors ok, mais maintenant, est-ce qu'il n'y a que des qubits qui ont pour probabilité 50% et 50%? Eh bien non, on a vu dans la vidéo précédente que ces probabilités, le physicien, il est capable avec des impulsions laser ou avec d'autres techniques de les changer, de les modifier. On peut donc avoir toutes sortes de qubits. Pour modifier ces coefficients, il suffit avec QAlgo de double-cliquer sur le qubit. Alors voilà, on voit qu'on peut modifier ces coefficients et qu'effectivement, on peut mettre des complexes de la forme A plus B fois I. Bon alors, imaginons que je désire mettre ici 1 et puis ici 2. C'est-à-dire qu'en gros, je veux que la probabilité de mesurer 1 soit 2 au carré, c'est-à-dire 4 fois plus grande que celle de mesurer 0. On voit que QAlgo, il va normaliser automatiquement le qubit pour que je sois dans cette situation.
je ne vais pas obtenir les coefficients 1 et 2, mais je vais garder les proportions en ayant un qubit normalisé. 0,447 et 0,894. Dans la fenêtre des paramètres, je vais cliquer l'option « Affichage des fenêtres d'état et de probabilité ». Et dans ce cas-là, j'obtiens la fenêtre qui me donne l'état psi du qubit et ses probabilités. Je vois bien que j'ai 20% de chance de mesurer 0 et 80% de chance de mesurer 1. On peut aussi visualiser ces probabilités sous forme de graphique. Il suffit de cliquer ici. On voit que ça nous affiche les probabilités. Ici, celle de mesurer 4,0 et ici, celle de mesurer 4,1. Vous pouvez grandir le graphique et vous pouvez même enregistrer les données sous la forme d'un fichier CSV. Bon, alors maintenant, comment générer un qubit avec des amplitudes complexes? Avec QAlgo, c'est très facile, on double-clique sur le qubit, et puis on va rentrer, par exemple, 1 plus i pour 4,0 et 2 plus 2i pour 4,1. Alors je vois que cette fois-ci, les amplitudes sont bien complexes. L'état de superposition du qubit me donne cette somme. Par contre, on voit que les probabilités n'ont pas changé. J'ai toujours gardé un rapport de 1 à 4 entre 4,0 et 4,1. En terminale, vous avez dû voir qu'il y a deux façons de représenter un nombre complexe. On peut utiliser cette formulation, qui est la formulation standard, z égale a plus bi, mais on peut aussi utiliser une représentation trigonométrique, z égale r exponentielle de iθ, où petit r est le module du complexe. Bien entendu, QAlgo permet d'utiliser ces deux notations. Il suffit ici de choisir l'option affichage trigonométrique et le tour est joué. Alors maintenant, on aimerait bien une représentation graphique du qubit. Et ça, c'est pas simple parce qu'il y a 4 nombres. Alors c'est quand même possible. On utilise une technique assez particulière, on utilise une sphère. Et cette technique, elle est basée sur la représentation d'un point sur la Terre avec la latitude et la longitude. N'importe quel point de la Terre est représenté par ses coordonnées en latitude-longitude, le point se déplaçant à la surface de la sphère qui correspond à la Terre. Et bien pour un qubit, ça va être pareil. On va utiliser l'angle θ pour la latitude et l'angle φ pour la longitude. C'est un vecteur dont l'extrémité peut se déplacer sur toute la surface de la sphère. Donc cette représentation, c'est la représentation de Bloch. Pour la visualiser, il suffit de cliquer ici. Alors, on voit la sphère et on voit qu'on a des angles θ et φ. Le calcul est un petit peu compliqué, je ne vais pas le détailler, mais on voit qu'on peut, avec ces deux curseurs, faire varier l'angle θ et faire varier l'angle φ. On peut remarquer aussi que si on met θ égale 0, ce qui correspondrait à une latitude nulle, on se retrouve au pôle nord en gros, eh bien ça correspond au vecteur 4,0. Et si on met θ égale pi, sa valeur maximum, eh bien on se retrouve avec le vecteur 4,1. Une autre chose intéressante, c'est que si je fais varier φ, qui s'appelle la phase, eh bien on peut remarquer que ça change les coefficients du qubit, mais que ça ne change pas les probabilités. Hein, là, je suis à 71,3%, 28,7%. Je peux faire varier φ de 0 à 2π et les probabilités ne changent pas. Donc en résumé, θ permet de faire varier l'amplitude et φ fait varier ce que l'on appelle la phase. Alors, on pourrait directement, dans paramètres d'affichage, sélectionner sphère de Bloch et puis rentrer les valeurs de θ et de φ. Alors on voit que cette expression du qubit, elle est donnée sous la forme cosinus θ sur 2 fois 4,0 plus sinus θ sur 2 exponentielle de iφ fois 4,1. On peut montrer mathématiquement qu'il y a équivalence entre un qubit sous cette forme et un qubit sous les deux autres formes. Je vous laisse le soin de regarder la vidéo de Monsieur Baudin si vous voulez la démonstration. Voilà, cette vidéo est terminée. Dans la prochaine, nous verrons un petit peu l'effet d'une porte quantique sur ces coefficients de qubits et particulièrement sur la visualisation sur la sphère de Bloch. À bientôt.